Bonjour à tous, merci de votre présence donc à cet atelier intitulé La contractualisation en ligne, comment doper vos ventes et automatiser les traitements des pièces justificatives. Donc aujourd'hui on va essayer d'aborder avec vous donc ce thème un petit peu innovant, même si maintenant ça existe depuis plusieurs années, de la possibilité de contractualiser tout type de contrat directement en ligne. Moi, donc, comme préalable, je suis Stéphane Drey, je suis vice-président de la Fédération nationale des tiers de confiance et par ailleurs président de la société CERT Europe. Juste une aparté, la Fédération nationale des tiers de confiance regroupe aujourd'hui une centaine d'acteurs qui donc, comme son nom l'indique, interviennent dans le domaine des tiers de confiance. Donc que ce soit sur des problématiques techniques, juridiques, organisationnelles ou de profession réglementée. Et donc notre rôle est d'essayer justement de proposer des guides de vulgarisation de nos métiers pour que les utilisateurs puissent se les accaparer et arrivent rapidement dans un environnement de confiance. Donc je vais très rapidement faire un petit tour de table pour que les gens se présentent. Et si ça vous convient, en fait, on a prévu de vous présenter ce thème pendant une demi-heure et de se garder 10 minutes, un quart d'heure pour que vous puissiez poser des questions aux différents intervenants. Donc je vais laisser la parole à Eric rapidement qui va se présenter. Bonjour à tous, Eric Jamet, donc Tessi Document Service, donc l'entité du groupe Tessi dédiée au traitement des flux de documents et moyens de paiement. J'ai en charge le marketing et les offres nouvelles chez Tessi Document Service, que ce soit dans le domaine du traitement de services BPO, mais aussi dans le domaine des solutions en tant qu'éditeur intégrateur, puisqu'on a cette double compétence, ce double métier donc, au sein de cette activité. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Xavier Lenné, je suis le directeur général de Primobox. Donc Primobox a pour vocation effectivement de transformer tous les flux papier en flux électronique avec comme ambition de donner à ces flux électroniques la même valeur légale que ce qui était rattaché auparavant au support papier. Donc c'est vrai qu'au travers de nos offres, on va proposer donc des systèmes de contractualisation en ligne qui sont en règle générale verticalisés en fonction des métiers. Immobilier, banque, assurance, et également des systèmes de dématérialisation des factures clients, des bulletins de paie, de contrats de travail, tout type de documents en fait, qu'on peut aujourd'hui envoyer au format électronique en lui conférant une valeur de preuve et une opposabilité vis-à-vis des tiers. Bonjour à tous, donc je m'appelle Eric Barbry, je suis avocat au sein du cabinet Alain Bensoussan, je suis en charge du département droit du numérique. Moi j'interviens dans deux types d'environnements, soit en accompagnement d'entreprises qui proposent des solutions de dématérialisation, essentiellement comme mon voisin de droite par exemple, et puis avec d'autres clients qui eux souhaitent mettre en place des solutions de dématérialisation, donc entreprises qui veulent dématérialiser. Voilà. Bon. Merci au Eric et merci à Xavier. Si vous le voulez, on va aborder cette problématique suivant 4 thèmes qui, en fait, je pense, vont vous parler rapidement. Pourquoi passer à la contractualisation en ligne ? Comment le faire ? Qui ça intéresse, à qui on s'adresse, et bien évidemment, parce que c'est une question légitime qui revient systématiquement et sur laquelle il faut des réponses, dans quel cadre juridique je me pose à partir du moment où je vais passer d'un process traditionnel tel qu'on le connaît à un process tout électronique. Donc, on va essayer de faire intervenir les gens qui sont susceptibles de répondre sur ces 4 problématiques, mais chacun leur tour. Donc, je vais éventuellement demander à Xavier, ça va être plus simple, pourquoi en fait les utilisateurs, les professionnels devraient aujourd'hui passer à la dématérialisation de leur contractualisation. Alors, vis-à-vis de nos clients et de nos prospects, effectivement, on a 4 bénéfices majeurs qui sont toujours identifiés et qui sont toujours communs. Le premier, ça va pas être d'ailleurs dans l'ordre de la présentation, le premier qui nous est mis souvent
sur lequel on communique, c'est l'augmentation du taux de transformation. C'est-à-dire que les premiers clients qui sont arrivés, effectivement, c'est des clients qui ont eu déjà une culture web, c'est-à-dire qu'ils ils remplissaient, leurs clients remplissaient les formulaires en ligne, et après, ces fournisseurs-là leur envoyaient les contrats à signer, et ces contrats devaient leur être retournés. Évidemment, il y avait un fort taux de disparition des contrats, puisqu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas forcément retournés, ou les gens changeaient d'avis, où il y avait un problème dans la chaîne du traitement quand on passait automatiquement de l'Internet au papier. Donc, avec la contractualisation en ligne, ça permet à l'internaute non seulement donc de créer son contrat, de remplir, d'adhérer. Ça va lui permettre, avec des solutions simples de type application iPhone ou smartphone Android, de télécharger ses justificatifs sur la plateforme, et ça va lui permettre de signer son contrat. Ce qui fait que par rapport à une version où on était sur je remplis mon formulaire en ligne et après je reçois mon contrat, et là je fais tout directement en 100% électronique, on arrive à constater des taux de 2 fois, 3 fois supérieur sur le taux de transformation de la contractualisation sur du 100% web. Après, on a également des clients qui en profitent pour créer un nouveau réseau de distribution. C'est-à-dire que c'est des clients qui ont des agences en place, qui travaillent avec leurs agences, mais qui veulent également développer leur vente sur le web. Et là, effectivement, quand on s'adresse sur de la banque, de l'assurance, sur du courtage, il y a un fort intérêt pour ces professions-là à créer ce nouveau réseau de distribution sur Internet qui leur permet de capter des clients qui, jusqu'à maintenant, ne se déplaçaient pas forcément dans leurs agences. Et enfin, pour finir, et je dirais c'est la cerise sur le gâteau, ça va effectivement en même temps permettre d'avoir une forte communication, c'est-à-dire une image de modernité des services qui sont proposés à la clientèle, une fidélisation de la clientèle, parce qu'on va avoir des processus plus simples pour échanger ensemble, et également une sécurisation des processus dans la mesure où on est capable, grâce à l'électronique et à l'automatisation du process, de vérifier que le dossier est bien complet, qu'il contient bien l'ensemble des pièces nécessaires à son exécution. On est capable d'aller jusqu'à contrôler une pièce d'identité, si elle est présumée bonne ou fausse, si le justificatif effectivement de domicile en est bien un, etc. Donc tout ça, on est capable aujourd'hui de le sécuriser et au final d'avoir des process qui sont même plus sécurisés, on dira, que le processus papier actuel. Voilà pour ma part, en tout cas, sur les bénéfices qu'on identifie, qui sont assez immédiats en termes de contractualisation en ligne. Merci Xavier. Alors là, il y a une question. Alors c'est vrai que sur la partie bénéfice, on peut comprendre aisément l'intérêt pour une entreprise de modifier son process de contractualisation et de passer sur de la contractualisation en ligne. Mais moi, j'explique toujours qu'il n'y a aucun cursus scolaire qui, en fait, nous forme à comment traiter le papier. C'est-à-dire que, sauf à me tromper, on ne nous explique pas que le papier doit être mis sous pli dans des enveloppes, rangé dans des classeurs, qui sont mis dans des armoires et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses qui se passent dans chaque entreprise où on définit l'organisation une fois pour toutes et où on explique aux gens comment ça fonctionne, mais c'est vrai qu'on n'est pas vraiment formé à ça. Là, on va être dans un domaine qui est un petit peu innovant et donc où les entreprises ont besoin d'un accompagnement et qu'on leur explique très concrètement le process de votre papier, vous le connaissez, mais il faut qu'on réfléchisse ensemble à ce que va être le process de votre document électronique, puisque c'est peut-être pas des choses que vous maîtrisez et sur lesquelles vous avez des interrogations. Donc, je vais m'adresser à Eric Jamet. Comment ça se passe justement, donc, une fois qu'un prospect est convaincu, pour lui expliquer comment on va faire pour mettre tout ça en place? Tout simplement, alors avant peut-être de vous répondre, je voulais juste moi compléter la réponse effectivement de Xavier sur les bénéfices qui effectivement sont les 4 leviers finalement qu'on constate après qui peuvent varier suivant les secteurs d'activité et suivant l'appétence historique un petit peu des secteurs ou des entreprises vis-à-vis de ces nouvelles technologies dématérialisées. Nous, de notre côté, côté Tessi, l'observation que l'on fait, c'est qu'on est face à des clients du secteur en général banque, assurance,
voire Énergie Télécom, qui sont des acteurs qui ont déjà historiquement cherché à traiter ou à optimiser au maximum le traitement de leurs contrats ou le traitement de leurs dossiers. Ils ont choisi pour la plupart de le faire à travers des processus d'externalisation de traitement documentaire et donc à travers des services de traitement BPO qu'on peut opérer pour eux. Grâce à ces services, on a pu les aider soit à optimiser leur process, soit à optimiser les coûts de traitement liés à ces contrats vis-à-vis de leurs clients. Il n'en reste pas moins qu'ils continuent à vouloir chercher des économies ou à vouloir chercher, parce que les réglementations leur demandent d'être encore plus secure par rapport à leur process ou aux réglementations. Et donc, finalement, il se pose clairement la question de savoir est-ce que le fait de passer justement sur un mode tout à fait électronique, s'affranchir du papier, ne va pas les aider par rapport à ça. Donc nous, effectivement, je rebondirai moi sur les différents avantages, en tout cas recherchés, qu'exprimait Xavier, sur deux qui sont majeurs par rapport à ce qu'on peut voir. C'est comment est-ce que je peux encore diminuer mes coûts de traitement par rapport à ces contrats vis-à-vis de mes clients et être au plus près. Et puis, deuxième facteur important, c'est comment est-ce que l'électronique, par rapport à mon processus papier actuel, peut m'aider à fiabiliser véritablement mon traitement au regard des réglementations, au regard de la valeur probatoire des documents que je dois conserver et plus globalement au regard de mon processus métier. Alors, pour répondre sur la question, effectivement, comment on peut aider du coup les clients à franchir le pas, ou en tout cas au moins à entamer la réflexion. Il y a deux axes. Il y a soit effectivement l'axe des clients dont je parlais à l'instant, qui, fort de leur expérience autour du document papier, ont déjà commencé à imaginer, parce que par ailleurs ils font de la dématérialisation, ils dématérialisent le courrier entrant par exemple, donc ont déjà une petite expérience des avantages ou des ROI qu'ils peuvent obtenir grâce à une gestion des contrats qui serait dématérialisée. Et donc à partir de là, ces gens-là ont en général un projet qui commence à être un petit peu cerné et ils nous consultent plutôt pour effectivement rechercher des solutions capables de mettre en place et de supporter ces flux. L'autre cas de figure, c'est effectivement des clients qui, eux, en revanche, démarrent véritablement ces approches, peut-être sur des créneaux, des entreprises de taille un peu plus moyenne pour lesquelles la dématérialisation n'a pas encore été extrêmement expérimentée. Et à partir de là, il y a une approche effectivement de conseil qui est nécessaire. Alors on peut leur répondre de différentes manières. Nous, ce qu'on leur conseille, c'est de s'associer à des compétences d'AMOA, de cabinets de conseil qui ont aujourd'hui de véritables compétences de conseil dans l'identification des process, dans la définition aussi du ROI qui est recherché. Et puis le deuxième axe, c'est aussi de bien mettre dans la boucle leur entité juridique, leur avocat. Et ça explique aussi la raison pour laquelle cette conférence, on a tenu à faire avec un juriste autour de la table. Parce que, bien évidemment, un contrat, il a une valeur, comme son nom l'indique, contractuelle, juridique, historiquement sur le papier. Et on sait tous aujourd'hui que l'archivage à valeur probatoire, la notion de conservation électronique d'un document et des éléments de preuve pour que ça soit opposable devant une juridiction, eh bien, il faut qu'on puisse rassurer au maximum le client sur ce domaine. Et il est nécessaire, évidemment, que du coup, le juridique du client soit complètement en phase, rassuré par rapport à ça. Voilà, donc je pense que c'est les deux leviers qui peuvent aider véritablement un client à réfléchir sur la façon de démarrer. D'accord. Alors, je vais reposer ma question à Xavier. Concrètement, alors bien évidemment, on peut avoir des cas de figure totalement différents, mais dans un cas classique, est-ce que, à partir du moment où on veut mettre en place une contractualisation en ligne, est-ce qu'on va rentrer dans des choses très complexes où il va falloir refaire toute son informatique, ou est-ce qu'aujourd'hui, on a des choses qui sont maîtrisées et qui peuvent être mises en place assez rapidement ? Alors oui, pour répondre simplement, je dirais la vitesse dépend du client. Si ça dépend que de nous, sur un courtier en assurance santé, notre corps a été de 3 semaines entre le moment du premier contact téléphonique et le moment de la mise en œuvre des solutions opérationnelles sur son site, dans la mesure où notre métier, ça va être de vous proposer effectivement des solutions, en tout cas pour ce qui nous concerne, des solutions qui sont déjà industrialisées, qui ont déjà été testées et qui vont correspondre à vos besoins métiers. Donc après, là-dessus, on peut toujours aller sur de la personnalisation.
Mais grosso modo, les besoins restent les mêmes. Si on prend la contractualisation en ligne, c'est-à-dire sans avoir le client en face de soi, eh ben on va passer par les mêmes étapes, grosso modo, que ce qu'on avait l'habitude de faire même sur site, c'est-à-dire une collecte d'informations concernant le client, la création d'un contrat par rapport à ces informations qui ont été collectées, et puis après on va demander au client d'importer ses justificatifs s'il y en a besoin. Pour certains, sur certaines opérations, on n'a même pas besoin forcément d'avoir des justificatifs. Une fois ces justificatifs importés, là, le client ne le voit pas, même vous, enfin, je dirais c'est transparent derrière le système, tout ça va être analysé, va être vérifié pour effectivement dire on a les bons justificatifs, ceux-ci nous paraissent bons, et on va lancer la signature du contrat. Et donc là, automatiquement, donc on a plusieurs méthodes de signature. La plus courante, c'est ce qu'on va appeler le SMS Challenge, c'est-à-dire que la personne qui a communiqué son numéro de portable va recevoir un code SMS sur son portable pour pouvoir signer, donc en entrant ce code, signer le contrat en ligne. Et derrière, on va automatiser l'archivage et la distribution de ce contrat. En gros, on n'a pas inventé l'eau chaude. On a certes mis des technologies d'identification, de certification, d'archivage, qui reposent sur des normes qui sont liées au droit de l'économie numérique. Mais dans la pratique, on a fait exactement en électronique ce qu'on avait l'habitude de faire au format papier. Et ce qui déroute assez peu le client qui avait l'habitude de ces informations, et en même temps ce qui en tout cas enchante les nouveaux utilisateurs parce qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer, que ça va vite, que c'est ergonomique, etc. Donc voilà, tout est aujourd'hui fait pour aller vite, tout est industrialisé, on est capable de tout personnaliser, mais grosso modo, les modules aujourd'hui, ils sont intégrables sans qu'il y ait besoin de développement spécifique dans vos entreprises. Le point sur lequel on va passer bien souvent le plus de temps, ça va être sur la rédaction des nouveaux contrats, sur la partie juridique, puisque effectivement, quand on passe du papier à l'électronique, bien souvent, Éric Barbry pourra vous en parler, on inclut des nouveaux petits textes comme des conventions de preuve qui nous permettent d'assurer la continuité juridique du document. C'est là-dessus qu'on va passer du temps. Sinon, sur les briques technologiques, elles sont totalement opérables aujourd'hui. Merci Xavier. Donc on a vu l'intérêt effectivement des entreprises à basculer sur la dématérialisation de leurs contrats. On a rapidement abordé le fait qu'effectivement aujourd'hui c'était des solutions matures et que la mise en place technique n'était pas très complexe. Mais à qui on s'adresse très concrètement? Quelle typologie? Donc on verra bien sûr le point juridique qui est essentiel dans les questionnements des futurs utilisateurs. Mais aujourd'hui, à quel type d'entreprise on va s'adresser en mettant en place de la contractualisation en ligne? Donc je vais demander à Éric Jamet. La réponse un petit peu de Normand qui pourrait être faite, c'est qu'aujourd'hui, a priori, en tout cas, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une entreprise qui a des clients en face ou un client qui a des fournisseurs en face pour lequel donc, il y a une relation contractuelle qui est établie et supportée par un support qui s'appelle le contrat, ne soit pas concerné. Donc une fois qu'on a dit ça, on a tout et rien dit. Il y a un élément qui est assez, en revanche, qui est en revanche très concret et qui montre un petit peu que tout le monde, toute entreprise, toute application contractuelle peut être concernée par le contrat électronique. C'est que finalement, on parlait des outils et des process tout à l'heure. Finalement, aujourd'hui, les outils de signature électronique, du moins dans la façon dont le client va opérer cette signature, je dirais, dans la relation client, sont aujourd'hui extrêmement variés, de plus en plus variés. Et on est capable de trouver, finalement, par rapport à la solution qui va supporter la contractualisation, au moins en termes de relations commerciales, relations clients, un outil qui s'adapte finalement au business model qui est en face pour toucher ce client. Alors je prends un exemple. On pourrait, Xavier parlait effectivement du code SMS qui va venir opérer la signature du contrat en ligne.
on peut très bien trouver d'autres outils qui vont permettre, à travers par exemple des tablettes de signature numérique, être beaucoup plus adaptés à une relation, par exemple en face à face dans une agence ou en front office dans un magasin, que peut-être effectivement la signature par code SMS qui va s'opérer peut-être plus en autonome à domicile depuis le web, par exemple. Et donc on voit bien ici que finalement une entreprise qui a un business model qui est plutôt basé sur de la vente à distance, sur de la vente par le web, va peut-être essayer de privilégier, et il est important que la solution privilégie un certain type d'outils de signature par rapport à une relation peut-être plus traditionnelle en front office ou en face à face, où là aussi un autre dispositif de signature numérique, je dirais, pour opérer avec le client, va être plus adapté et donc plus en relation avec lui. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire que les outils sont là. Et donc, quelle que soit la solution qui est derrière, à partir du moment où la garantie de signature électronique, cette fois au sens propre, norme et juridique du terme, est respectée, ça veut dire qu'en face, on peut adapter la solution en face, finalement, du secteur d'activité, de ses pratiques commerciales et de son modèle de relation client. Donc une fois que vous avez dit ça, on comprend un petit peu mieux pourquoi on peut dire que finalement beaucoup de secteurs sont concernés. Beaucoup d'applications, je dirais, de types de contractualisation qui sont concernées, hein, l'ouverture de compte ou le prêt bancaire dans ces secteurs, tout ce qui peut être crédit consommation dans la distribution ou bien là aussi dans les établissements de crédit, tout ce qui va être lié aux contrats d'assurance, aux polices d'assurance. Et là, effectivement, les secteurs de l'assurance, des mutuelles sont aussi bien évidemment concernés. Bref, toute relation à un moment donné qui fait opérer un client et un fournisseur, à partir du moment où il y a un acte de contractualisation qui s'opère préalablement à travers un contrat papier que l'on signe manuscritement, aujourd'hui, on va pouvoir trouver une application via du contrat électronique qui va pouvoir le remplacer ou en tout cas s'y substituer progressivement. Merci. Bon, donc je pense que c'est assez clair. Alors c'est vrai, comme le disait Eric, c'est un peu simple à comprendre, puisqu'à partir du moment où il y a un contrat, les utilisateurs peuvent être intéressés pour dématérialiser ce contrat, pour toutes les raisons qu'on a pu vous expliquer brièvement. Mais encore une fois, le droit du papier, je dirais, est quelque chose qui est assez bien maîtrisé par tous et sur lequel il y a peu d'interrogations. Hein, on ne se pose pas la question. Alors, effectivement, il y a quelques exceptions où, malgré le fait qu'on va signer un papier, il faut que ça soit fait dans un certain cadre, notamment en matière immobilière. On ne peut pas se vendre un appartement sous seing privé, il faut l'intervention d'un tiers, en l'occurrence un notaire. Mais donc, là, sur la partie électronique, c'est vrai qu'on a un peu de mal avec le cadre juridique et on a d'autant plus de mal qu'il y a quand même des notions supplémentaires qui sont entrées en ligne de compte. Tout à l'heure, brièvement, je faisais une aparté en disant qu'il n'y a aucun cursus qui nous explique comment conserver des documents papier. Néanmoins, en matière de dématérialisation, le droit a prévu effectivement comment échanger les documents et comment surtout les conserver à titre de preuve. Donc là, je vais poser la question à Eric Barby du cabinet Bensoussan pour qu'il nous explique aujourd'hui quel en est-il du cadre juridique et sur quelle base peut-on se lancer dans la contractualisation en ligne. Merci, ça va être un peu compliqué en 5 secondes, mais disons qu'on va déjà faire un petit schéma historique de ce qui s'est passé. On a 5 minutes. 5 minutes. Ce qui s'est passé sur une dizaine d'années. En gros, schématiquement, vous avez avant 2000, il ne se passe rien, on est en tout papier, puis de toute façon l'électronique, on ne connaît pas vraiment bien, donc c'est pas le sujet. 2000, on a une loi sympathique, qui est la loi du 13 mars, qui donne une règle d'équivalence en fait entre l'écrit électronique et l'écrit papier, et qui dit aujourd'hui on admet que la preuve électronique et la preuve papier sont sur un même niveau d'égalité, modulo parfois un certain nombre d'exigences qui restent relativement réduites. Elles sont au nombre de 2. La première, c'est identifier les gens qui sont au contrat, et la deuxième, c'est conserver les éléments dans un niveau acceptable d'intégrité. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, dans l'électronique ou dans le papier, c'est le même problème, puisque quand on est dans le papier avec un contrat, on va regarder si c'est les bonnes personnes qui vont signer, si la signature est juste ou pas, si les gens ont des pouvoirs. Et quant à la conservation, on va essayer de faire en sorte de garder les contrats dans des classeurs, si possible pas à la cave humide, pour pouvoir les exploiter également. Donc là aussi, on n'a pas énormément de règles dures, disons, avec la loi de 2000. En 2000, on a un petit problème quand même, c'est qu'on reconnaît une valeur légale à l'écrit électronique, on reconnaît une valeur d'équivalence
de neutralité technologique, mais on n'a pas franchi un cap supplémentaire qui consiste à pouvoir admettre un contrat électronique dans un environnement où la loi a dit que c'était nécessairement un contrat papier. Et là, en 2004, on a une évolution de la loi qui dit, en gros, pour faire caricatural encore une fois, eh bien, à partir de maintenant, même si dans une loi, dans un code, dans une circulaire, dans n'importe quoi, vous avez le mot écrit papier, vous pouvez le dématérialiser à la condition, encore une fois, de respecter les règles de la dématérialisation, donc la loi de 2000, à savoir notamment identifier les gens et garder les éléments de manière intègre. Et puis ce qui change en ce moment, c'est 2012, et plus si affinité, c'est qu'en fait on est en train de passer d'un droit à la démat vers une obligation de dématérialiser. Sur les années précédentes, on était plutôt dans le droit à la dématérialisation, dans le droit à l'archivage électronique, il n'y avait pas d'obligation légale, il y avait simplement une faculté de le faire. Ce qui change diamétralement depuis le début de l'année, c'est que, notamment l'administration, s'est obligée à recevoir les factures dématérialisées. Et donc là, on ne passe plus à un droit, mais à une obligation de recevoir quelque chose de dématérialisé, ce qui va effectivement, me semble-t-il, enclencher ou déclencher toute la problématique de la contractualisation en amont. Parce que quel intérêt finalement on a de dématérialiser un bout de la chaîne si on doit rematérialiser ou conserver en moléculaire le reste de la chaîne. Donc l'idée, me semble-t-il, va être effectivement d'irradier l'ensemble de la chaîne et de faire en sorte que toute cette chaîne soit dématérialisée ou dématérialisable. Ça, c'est pour la chronologie un peu historique et dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un environnement assez favorable. On l'est d'autant plus, et c'est un petit peu particulier à cet environnement des maths, c'est que d'habitude, le droit, et c'est vrai, est toujours à la ramasse de la technologie. Si vous prenez, excusez-moi pour le mot ramasse qui passera dans le web tout entier, mais c'est vraiment ça. Quand on prend le droit de l'Internet, par exemple, on est vraiment à la rue. On a un droit de l'Internet en France, mais c'est vrai en Europe, qui date de 2004, avec des usages de 2012. Autant vous dire que, par exemple, les réseaux sociaux, le droit du web en France, on ne connaît pas. En matière de démat, c'est presque l'inverse. On a une réglementation qui est assez fournie, même très fournie, et qui nous permet de dire qu'en gros, on peut tout dématérialiser. Et quand on ne sait pas trop, eh ben, finalement, il suffit d'ouvrir le code civil et on a les réponses. Alors vous avez dans le code civil plein de réponses à des questions multiples et variées du genre comment on gère en électronique une pluralité d'originaux. C'est marqué dans le code civil, il suffit que les gens puissent y accéder. C'est hyper compliqué comme démarche, j'en conviens. Ou alors vous avez comment on fait pour s'assurer que chacun a son document à lui. Alors le code civil dit il suffit qu'il puisse l'imprimer. Effectivement, techniquement, c'est aussi hyper difficile. Et on a comme ça plein de réponses. Les formulaires détachables, qui posent généralement des problèmes métaphysiques. On vous dit, comment on va faire avec un formulaire détachable, puisqu'il y a marqué formulaire détachable dans la loi. Eh bien, le Code civil vous dit, un formulaire détachable, il suffit d'avoir les mêmes attributs en ligne. Et ce faisant, vous avez dans le Code civil une quinzaine d'articles qui quasiment vous donnent le b.a.-ba complet du droit de la dématérialisation. Et puis, dernier point, il y a la botte de Nevers de la démat. Il y a vraiment la solution miraculeuse qui finalement, quand on ne sait plus quoi faire, on a quand même une solution qui est ce qu'on appelle la convention de preuve. C'est-à-dire la capacité qu'on a à se mettre d'accord ensemble sur le mode de preuve qu'on va s'opposer les uns les autres. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça existe depuis longtemps par la jurisprudence, puisque c'est admis de quasiment de tout temps avec la carte bancaire. Quand on présente sa carte, qu'on tape son code, la Cour de casse a depuis tout le temps admis que ça valait une preuve finalement opposable entre les parties. Et que le contrat qui nous lie à l'opérateur bancaire, bien effectivement, valide ce principe. Et bien cette convention de preuve, en 2000, a été inscrite dans le Code civil. Et donc il est dit aujourd'hui dans le Code civil que, à défaut pour une loi de définir une règle spéciale, eh bien le juge doit prendre le dossier de la preuve en tenant compte de la convention qui a été conclue entre les personnes. Et donc aujourd'hui, ce juge n'est plus libre finalement d'apprécier la preuve en pensant que le papier est mieux que l'électronique. Il doit d'abord regarder s'il y a une convention de preuve, il doit d'abord regarder s'il y a une loi spéciale, et à défaut de loi spéciale et à défaut de convention de preuve, alors il reviendra au juge de décider, et la loi dit, de décider quel est le titre qui lui paraît le plus vraisemblable. Et là aussi, et j'en terminerai, j'attire votre attention sur ce point-là, qui est pour moi déterminant. On ne demande pas au juge en matière de démat de juger avec le titre qui est juste, qui est le vrai. On lui demande d'apprécier le moins faux, puisqu'on lui demande d'apprécier au regard du titre le plus vraisemblable. Voilà à peu près en synthèse et en schématique un petit peu comment se présente le droit de la démat. Merci Eric. Si moi je veux compléter des choses sur... alors,
Je ne sais pas si vous êtes convaincu par tout ce qu'on vous a raconté. C'est vrai que le temps est un peu court, donc on est obligé de raccourcir les différents thèmes. En résumé, ce qu'on pourrait dire, c'est que les intérêts sont évidents. La mise en place aujourd'hui n'est pas très complexe et bien évidemment pas très coûteuse. Comme vient de le dire Eric, le cadre légal, lui, il est parfaitement adapté et depuis maintenant quelques années pour pouvoir basculer. Moi, ce que je rajouterais sur des sujets qui sont un peu, qui paraissent évidents, c'est que moi, ce que je dis toujours, c'est qu'une signature manuscrite, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est une vraie ou une fausse signature. Il y a pour ça des experts en graphologie qui peuvent être appelés par un tribunal pour effectivement déterminer si, à partir du moment où il y a une contestation, hein, le plus souvent, si une signature est vraie ou non. L'intérêt en électronique, c'est qu'on a des outils qui permettent de dire oui ou non. Le peut-être n'existe pas. Hein. Donc on est effectivement, comme l'a dit rapidement Eric tout à l'heure, il y a une notion de vérifier l'identité d'un signataire et l'intégrité de ce qu'il a signé. À partir de là, on va pouvoir dire c'est oui ou c'est non. Hein, il n'y a pas de demi-mesure. Et donc, on voit bien qu'en termes de simplification, on va réduire le niveau de litige, puisque en gros, quelqu'un qui sera de mauvaise foi aura de grandes difficultés pour pouvoir démontrer que c'est pas ce document-là qu'il a signé, alors qu'aujourd'hui, tous les outils techniques nous permettent de l'identifier. Donc ça, effectivement, c'est un intérêt vraiment important sur lequel on ne se pose pas trop de questions. La deuxième chose que je voulais dire, parce que ça m'a toujours, enfin même si comme ça fait 10 ans que je suis là-dedans, je m'en étonne de moins en moins, c'est qu'aujourd'hui les gens travaillent avec des fax de manière assez à l'aise, sans parler des mails, mais bon, les gens ont encore un peu peur de signer des contrats par mail, mais par fax ça les affole pas trop. Hein, en général, quand on a une entreprise et qu'on reçoit un bon de commande par fax, on est assez content. Hein, on se dit on a signé un nouveau client. Ce dont on parle a bien évidemment beaucoup plus de valeur que le fax. Le seul avantage du fax, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde détient un fax et que l'échange, effectivement, est totalement fluidifié par le fait qu'on sait que chaque destinataire aura un fax pour recevoir ce qu'on lui envoie. Donc là, on est dans un domaine qui est beaucoup plus nouveau, mais sur lequel, une fois que je dirais que tout le monde sera équipé, on aura des garanties, alors là, pour le coup, à tous les niveaux, qui seront beaucoup plus fortes que tous les usages qu'on fait aujourd'hui. Donc il faut bien toujours avoir à l'esprit, parce que c'est vrai que les vrais sujets portent vraiment sur le cadre juridique et la véracité de ce qu'on fait, surtout, plutôt que de savoir si, parce qu'il y a des professionnels pour vous expliquer comment ça marche. Maintenant, il y a toujours des inquiétudes par rapport à ça. Donc, je crois qu'Eric veut redire quelque chose. Mais voilà, d'être rassuré sur le fait qu'il n'y a pas de problème, quoi. Je vais essayer de vous rassurer encore, puisque vous avez utilisé le mot contestation. Moi, je suis avocat et je suis au tribunal, pas tous les jours, mais pas loin. Et on ne communique que sur des copies. Moi, je veux dire, à chaque fois qu'on va au tribunal, on va avec des copies. Celui qui est déjà allé avec un original de contrat qui me le dise parce que ça se pratique pas et qu'on n'a pas de contestation. Voilà. La deuxième, c'est que des contrats électroniques, on en a toute la journée. Quand vous rentrez ici et que vous montrez votre badge et qu'on vous passe un petit infrarouge ou un petit laser, enfin je sais pas ce qu'on nous passe d'ailleurs, ça fait bip et c'est un contrat finalement. On a contracté pour rentrer, on a contracté pour accepter les règles du jeu du salon. Enfin bref, on contracte quand on va prendre son billet de train, quand on va changer son billet d'avion. On contracte en ligne toute la journée, I agree, et ça pose de problème à personne. Niveau de contestation de ces contrats, nul. Voilà, c'est-à-dire que par rapport à la masse et à la réalité des contrats électroniques que l'on a aujourd'hui, qui sont dans notre vie tous les jours, enfin je veux dire, on fait ça toute la journée. Il n'y a pas de contentieux autour de cette problématique de contrat clic. Donc ça, c'est le premier point qui me paraissait important. On risque d'avoir moins de problèmes, comme vous l'avez dit, avec l'électronique qu'on en a eu dans le papier par le passé. Un deuxième point, c'est le mail. Vous avez évoqué le mail comme étant un support d'échange contractuel possible. C'est un autre exemple, effectivement, que de démontrer que le Code civil est vraiment en avance aujourd'hui sur son temps finalement technologique, mais c'est vrai dans la plupart des réglementations européennes et même internationales. Par exemple, on a reconnu une valeur juridique aux échanges précontractuels par voie de mail dans le Code civil. On a reconnu la possibilité d'utiliser le mail comme modalité d'exécution d'un contrat.
donc d'échanger des mails pour l'exécution d'un contrat. Et on a surtout donné une qualification juridique particulière dans le Code civil aux contrats sous forme électronique. Et dans ces contrats sous forme électronique, on reconnaît 2 catégories de contrats. Les contrats clics, donc ceux qu'on va utiliser en ligne la plupart du temps, mais également la catégorie particulière des contrats par échange de courrier électronique, qui est une catégorie reconnue par le Code civil de manière très précise comme étant un support contractuel possible. Merci. Xavier, tu voulais dire quelque chose ? Non, ça va. Avant, parce que le temps passe et voilà, je suis garant du chrono. Avant de vous permettre de poser des questions, tout à l'heure, on vous a parlé de ROI. Bon, c'est un terme qu'on emploie très facilement dans beaucoup de domaines. On va vous donner, alors brièvement, je vais demander à Eric, un exemple concret, effectivement, de ce que ça procure comme retour sur investissement, le fait de mettre en place un processus de contractualisation en ligne. Alors un exemple, on va penser que vous parlez du ROI, était rien de plus illustrant ou parlant que d'essayer de le baser sur un cas récent en tout cas, hein, qui n'est pas encore un cas totalement déployé, mais en tout cas qui a un certain nombre de mois de recul qui permet d'en tirer un certain nombre de conséquences quand même, et de vérifier qu'on ne vous raconte pas de bêtises sur en tout cas les mesures de ROI. Ça reste quand même un projet informatique quelque part, même si on est très proche des métiers, très proche de la pratique commerciale. Et donc à partir de là, forcément, on a toujours dans un projet comme ça une recherche de ROI et de mesure de ce ROI qui est l'élément déclencheur malgré tout du projet. Donc ici, on est sur un cas d'une société qui est un des grands de la location financière en matière d'équipement professionnel, donc de leasing, qui donc traite avec plus de 32 000 clients en France, clients professionnels essentiellement. Et pour ce faire, donc avec un modèle commercial basé sur des intermédiaires, donc des revendeurs ou des grossistes. Et donc l'objectif de cette entreprise, ça a été d'essayer effectivement surtout de rationaliser sa façon de pouvoir gérer ses contrats et les opérer. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure sur l'un des objectifs recherchés, comment je peux être plus fiable et je peux optimiser au mieux mon traitement. Et le deuxième objectif qui était poursuivi, c'était d'essayer de raccourcir au maximum le cycle de vente et surtout le cycle de paiement, c'est-à-dire le moment entre lequel le client signait le contrat et le moment entre lequel effectivement l'argent rentrait et donc le contrat était activé par l'entreprise. Donc on est là sur 4 indicateurs en termes de retour par rapport à ce qui se passait avant avec un circuit de contractualisation papier qu'opérait donc le revendeur avec le leaser. Et puis en bleu, vous voyez donc la diminution drastique notamment en termes de jours, tant sur les délais de contractualisation que sur les délais effectivement de paiement, de recouvrement donc des contrats. Un autre élément qui est important, c'est, je vous le disais, le coût de traitement du dossier. On en parlait tout à l'heure. Ce que va permettre effectivement des plateformes de contractualisation en ligne, c'est que là où vous êtes, dû à la réglementation, obligé de faire des traitements de vérification, des contrôles qui sont souvent faits manuellement, des contrôles de complétude des dossiers, des contrôles de conformité par rapport à la façon d'opérer le contrat, et bien là, vous allez pouvoir avoir les moyens, grâce à la technologie, de pouvoir automatiser un certain nombre de ces contrôles, au moins mettre en place des alertes qui vont vous permettre de gagner du temps dans la façon dont vous opérez le contrat. Et ça, c'est un vrai gain dans le temps pour opérer ce contrat. Alors après, on a un taux de réutilisation qu'on a indiqué, qu'il faut peut-être prendre avec un peu de prudence. Je ne pense pas qu'il restera à 95%, ou alors ça serait vraiment une belle réussite. On est sur ici les utilisateurs pilotes qui ont fait partie du projet donc, lors de l'initialisation. On est à 8 mois là, de déploiement auprès de ces utilisateurs partout en France. Et en fait, on constate donc un taux de réutilisation du service qui est vraiment ancré dès le début finalement, après la première pratique, puisqu'il y en a 95% donc, qui ont continué une deuxième fois, puis une troisième fois à opérer donc, le contrat à travers la plateforme et non pas à repasser, je dirais, sur un modèle papier. Donc voilà un petit peu le retour d'expérience qu'on peut apporter dans ce domaine. D'accord, merci Eric. Bon, il nous reste à peine 5 minutes, donc je vais vous proposer éventuellement
de pouvoir poser des questions. Bien sûr, vous pourrez retrouver les différents intervenants ici ensuite. Donc, si vous avez une question en particulier, donc dans un domaine qui vous interpelle, n'hésitez pas. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a été assez clair. C'est plutôt encourageant. Merci. Non, je pense qu'on a été assez clair. Est-ce que Xavier, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit? Non, en fait. Non, je pense que voilà, on a essayé de démontrer que c'était simple. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y a pas de questions parce que vous avez un des meilleurs avocats de France en droit du numérique. Donc, au prix où on le paye horaire, c'était bien d'en profiter. Ah. Alors la question, c'est sur l'identification du prospect en ligne et la convention de preuve dont vous parliez tout à l'heure. Je suppose que si vous faites une contractualisation en ligne avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, la convention de preuve pour accepter la forme du consentement, vous allez la faire aussi sous forme électronique. Et donc, moi, ma question vacharde, C'est la poule et l'œuf. c'est l'identification, effectivement, au bout du compte. C'est vraiment qu'on connaît pas. Bien joué, parce que c'est la seule question à laquelle je déteste répondre, puisqu'évidemment c'est la seule vraie problématique qu'on rencontre, c'est celle de la poule ou de l'œuf. C'est-à-dire qui est-ce qui va commencer en premier? Puisque si je suis avec des prospects, évidemment la convention de preuve qui va être électronique, en l'occurrence si je le fais, je risque d'avoir un souci. Alors il n'y a pas beaucoup de solutions possibles. Soit on décide que la convention de preuve, elle est primairement papier, ce qui va être complètement ridicule dans cette enceinte, première chose. Donc deuxième chose, on va prendre un genre de risque juridique mais relativement mesuré. Et on va essayer de faire en sorte que au niveau du prospect, on ait suffisamment de faisceaux d'indices pour être capable de dire que la chance que notre prospect soit pas finalement celui qui a signé le premier contrat dématérialisé soit quasiment nulle. Voilà. Pardon ? Voilà, et c'est comme ça qu'on pratique. Donc généralement, on fait une première chose, c'est une espèce de convention de service en ligne où la personne vient, se connecte, etc. À ce moment-là, si elle veut aller plus loin, si on veut mettre un SMS challenge par exemple ou d'autres choses pour essayer d'en mettre un petit peu plus, après on lui fait cliquer la convention de service. Et après, une fois qu'on a fait convention de service, convention de preuve, là on peut lui faire, j'allais dire, acheter n'importe quoi en ligne sans trop de difficultés. La répudiation, en fait. Enfin, encore que vous, devant les tribunaux, vous voyez aucune jurisprudence par rapport à ça, la répudiation du consentement On n'en a pas parce que soit on est sur des petits montants et honnêtement les clients n'ont pas envie de se prendre la tête avec des petits montants, donc ils remboursent et ils se prennent pas la tête. Deuxième chose, on a un délai de rétractation quand même, faut pas l'oublier celui-là, qui est un vrai permis de chasse pour les consommateurs. Donc pendant 7 jours au minimum, des fois c'est 14, des fois c'est 30, ils peuvent renvoyer leurs produits ou renvoyer leurs services. Bon, alors quelle est l'importance Alors c'est après ce délai-là, sans qu'ils aient jamais utilisé le produit ni le service. Contrat, vous voyez, par exemple, à la fin, on n'a jamais véritablement. Moi, j'ai pas de problème. Voilà, les problèmes que j'ai de temps en temps, j'en ai un. Oui, un client qui râle et qui m'envoie l'article machin du code de je sais pas quoi. Et puis on lui rend son produit, on se sépare bons amis et on va même pas aller en contentieux parce que pour la plupart de ces montants-là, le contentieux, malgré le fait que je ne sois pas aussi cher que tu vas bien le dire, ça ne vaut pas la peine. Voilà, c'est chronophage, c'est budgétovore, c'est tout ce qu'on veut, c'est insécure parce que faut dire que tous les contentieux se gagnent d'avance, c'est pas toujours évident. Donc voilà, il vaut mieux peut-être de temps en temps éviter ça, mais la réalité c'est qu'on a très peu de problèmes et quand on en a, on les traite autrement. Oui, je pensais à des contrats plus formels, genre contrat d'assurance vie ou des choses comme ça. Alors là, c'est un autre problème. Après, il y a toute la problématique des contrats au fur et à mesure. Donc, on ne va pas vendre effectivement en ligne un contrat d'assurance, un pot de confiture et une voiture. Chacun aura sa spécificité. Certains seront en amont. Le contrat d'assurance, c'est plutôt une problématique amont et c'est une problématique aval. Et d'ailleurs, dans beaucoup de contrats, c'est plutôt amont et aval. Amont sur l'information préalable, la conscience, la connaissance de l'objet financier sur lequel on va travailler, aval pour les arbitrages par exemple. Et c'est la preuve de l'arbitrage qui va être en cause sur un contrat d'assurance plus que le problème du savoir si on a cliqué ou pas cliqué. Après, si vous avez la preuve par exemple indirecte que votre client il va régulièrement en ligne se connecter, qu'il a déjà envoyé des questions et des réponses par mail, enfin on a tout un faisceau d'indices qui fait qu'à la fin, de toute façon, la personne a énormément de mal, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, a énormément de mal à un moment à dire c'est pas moi. Et si elle prend le risque de dire c'est pas moi alors que c'était elle,
c'est une tromperie, c'est une infraction pénale, et donc ça ne se pratique quasiment jamais. D'accord, merci. Bon ben voilà, au moins on aura rempli tout le temps. Donc merci à toutes et à tous en tout cas d'être venus à cette conférence. On espère vous revoir sur nos stands, que ce soit donc la société Tessie ou Primovox. Merci à Stéphane Drey d'avoir animé avec tout son talent et son brio qu'on lui reconnaît cette conférence. Et je vous dis à toutes et à tous une très bonne fin de salon. Merci.